Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui sauve le cinéma à la sortie. Enfin, on aimerait bien. On aimerait beaucoup, oui. Bon, ça y est, vous avez entendu la nouvelle, Tenet va sauver le cinéma à la fin du mois, c'est ça ? Alors moi j'ai quand même bien précisé que le jour même il y avait aussi effacé l'historique. Donc si vous avez 15 balles à mettre dans le ciné, c'est que vous avez aussi 30 balles à mettre. Allez voir les deux, merde. Bon, tout ça pour dire que attendre qu'un film américain sauve le cinéma français, c'est assez cocasse comme situation. Et puis il y a surtout plein de films, on s'efforce tout l'été à vous dire qu'il y a des trucs qui sortent. Et cette semaine, on va encore essayer de vous dire qu'il y a des trucs à voir ou pas, on verra. Donc qui peut sauver le cinéma ? C'est pas un film américain, c'est vous. Allez en salle, allez au cinéma. C'est magnifique. Je vais même me permettre de dire, parce qu'il y a quand même des gens qui disent mais Tenet ça va être le meilleur film de l'année. Alors vous l'avez toujours pas vu, donc n'oubliez pas que. J'ai vu les 8 premières minutes de Tenet, j'ai très envie de le voir, hein, ça a l'air très bien. Mais tu vois, pour moi le meilleur film de l'année pour l'instant, c'est la bande-annonce d'Adieu les cons. J'avais juste envie de dire que Albert Dupontel a sorti un teaser et que on tient potentiellement là notre bijou. Vous l'entendez ? Allez en salle bordel, ça sort en octobre, il faut pas qu'on soit confiné s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on va voir en attendant Tenet et Adieu les cons ? Là est la grande question, et pour y répondre avec moi, le sage Thierry. Bonsoir. Ou bonjour, il faudrait peut-être faire les différents fuseaux horaires. Oui, mais en fait, on peut pas encore s'adapter. Bon appétit. Et avec nous, son rire reste une énigme. C'est y a ça. Coucou. Non mais il me tend le micro, il parle du rire et je rigole, mais C'est sur commande, c'est sur commande. Cette semaine, encore un beau programme. Nous allons parler aujourd'hui de The Climb, Terrible jungle. Tapé chaud. Hotel by the River. Un beau programme sera-t-il suffisant pour vous faire revenir en salle ? Je l'espère, mais on en parle tout de suite. Mike, I'm getting married. How awesome is that? Awesome. She loves me for who I am. And I love her for who she is. I can't wait to spend the rest of my life with her. Kyle, I slept with her. What? What do you mean slept? Kyle hates me. He should hate you. I know. I'm a bad friend. Oh my god. Mike, are you serious? The Climb de Michelangelo Covino et Kyle Marvin. Film de festival, film américain, film amoureux du cinéma français. Coup de cœur du jury dans la sélection, Un certain regard en Cannes 2019. Prix du jury à Deauville 2019 aussi. Et il ne sort qu'en été 2020 en France. La distribution des films de Deauville, attends, il sort en été 2020 en salle. Je veux dire, la moitié sont sortis en VOD et sans communication autour. Donc on avait, tu vois, nos chroniques qui attendaient tranquillement qu'on ait une date de sortie. Et 3 mois plus tard, tu fais ah merde, en fait, il est déjà sur la plateforme depuis 3 mois, mais ils viennent de le dire maintenant. Donc une exploitation en salle, c'est bien. C'était presque inespéré. Donc vous avez entendu Thierry qui a vu le film il y a 1 an et qui n'a pas voulu le revoir. Donc il nous parlera de ses souvenirs. Voilà. Il nous en avait dit le plus grand mal, souvenez-vous, l'année dernière. Il y a Robert Junior, il dit je suis Iron Man, j'ai dû mélanger un truc. Il confond avec The Lighthouse peut-être, je sais pas. Non, parce que ça c'était excellent, ça je me rappelle très bien. Par contre, je l'ai vu avec Yassa. Hello. Et Alan, notre invité merveilleux qui nous rejoint. Salut, ravi d'être là, dans ce parc. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur un plateau télé. C'est ça, ouais, là du coup j'ai plus besoin de faire gaffe à ma gueule, donc ça va, c'est mieux. Voilà, donc là on n'est pas rasé, c'est bon, tout va bien, on est au soleil, on profite. Voilà. Et Thierry prend des photos. On est à la plage, hein, là je tiens à le signaler quand même, on est bien, on s'est bronzé là. C'est ça, en fait on a vu un screener du film, on est à la plage, c'est ça. The Climb, film en plan séquence, chapitré même, mais film en plan séquence. Peut-on parler du 1917 des festivals ? Sachant que 1917 a fait la tournée des festivals, à partir de quel moment est-ce qu'on... Ouais, mais là c'est plus arty, c'est plus auteur. Autant 1917 se veut spectacle, autant celui-là il se veut avec des références aux films français. 1917 a inventé le plan séquence ou... Non, mais c'est un film qui joue énormément là-dessus, qui est quasiment tout en totalité en plan séquence, un peu comme celui-là qui joue... 1917 a été vendu comme ça, c'était comment dire, même c'était ça dans sa promo, alors que The Climb, pas du tout. C'est que tu le découvres en fait que c'est en plan séquence en salle, sinon les mecs jouent pas du tout dessus. Donc non, il y a autant de rapports entre les deux qu'entre Soldat Ryan et Le Diable s'habille en Prada, si tu veux. Enfin, c'est tous les deux des films américains. Déjà, il n'y a pas de vélo, c'est vrai, dans 1917.
Du coup, vous, votre impression, le plan séquence, vous en parlez complètement, j'ai compris, ok. Non, parce que je trouve que, alors, c'est un outil, mais sur certaines scènes, il y a de l'inventivité, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a certaines scènes où vraiment le montage fait que on reste dans le plan séquence et c'est vraiment pas mal. Là où, pour le coup, il y a des films, on peut se dire, c'est juste c'est de la branlette intellectuelle, enfin de la branlette de mise en scène plutôt. Dans celui-là, je trouve que certes, ça n'a pas d'utilité, mais c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait et voilà, ils font. J'ai pas l'impression qu'ils fassent ça pour se montrer, comme dit, pour faire film de festival, comme tu dis si bien. Mais c'est un effet de style qui passe bien, je trouve. À défaut d'être un film de festival, c'est un peu réducteur. Certes, c'est d'abord un film d'amis. Un film sur l'amitié entre Kyle et Mike. Un film d'ailleurs écrit par Kyle et Mike. Qui joue d'ailleurs Kyle et Mike. Mike et Kyle sont amis, sont meilleurs amis. Kyle va se marier, mais Mike lui fait une révélation. Il a couché avec sa femme et d'ailleurs il continue. Leur amitié va-t-elle survivre ? Oui, en fait, il y a une suite à ce film, ça s'appelle Le secret de Brokeback Mountain. Où du coup, une fois au sommet de la montagne, il règle les choses. Alors on a cru à un moment du film, mais non. Non, un film écrit par Mike Angelo Covino, le réal, et Kyle Marvin, donc, qui jouent leur propre rôle, qui jouent des personnages qu'ils appellent comme eux. Voilà. C'est leur premier film de toute façon, non ? Alors leur premier long, semble-t-il, qu'ils ont réussi à financer. Alors j'ai cru lire qu'ils en avaient fait un avant, mais je l'ai pas trouvé dans les listes, donc officiellement c'est le premier long, voilà, selon IMDb en tout cas. Une réussite ce premier coup ? Honneur. Ah, merci de le foutre dans la merde. Voilà, c'était une... T'as pas envie que des amis se battent pour toi ? Non, c'est très réducteur en fait, c'est complètement... Est-ce que tu as été touché par cette histoire d'amitié ? Pas vraiment, parce que je trouve que le personnage de Mike prend tellement de place et il est tellement toxique qu'en fait ça gâche cette histoire d'amitié, quoi. J'ai pas pu trouver de la saveur dedans. J'avais de la pitié pour Kyle et j'avais tout le temps envie de frapper Mike constamment. Voilà, c'est tout ce qui me passait par la tête, ce qui fait que j'ai pas vraiment réussi à apprécier cette peut-être complicité qu'il y avait entre eux et à ressentir la profondeur de leur lien d'amitié. Ça m'est complètement passé au-dessus, tout en profitant du spectacle qui m'était offert, quoi. Il y a trop de toxicité dans le comportement de Mike pour pouvoir en faire une belle histoire finalement. D'accord, donc toi ce qui t'a dérangé ce sont les personnages plus que le film en lui-même. Oui. L'histoire elle est bonne, c'est une bonne histoire à raconter, c'est bien écrit, ouais. C'est très bien écrit. Le truc c'est que j'arrivais pas... Elle a rouspété pendant tout le film. Ah, je l'ai entendu, ça rouspétait à côté. C'était... dès qu'il y avait Mike, ça allait plus. Franchement au début je trouvais ça drôle. Il y avait des scènes cocasses, c'était assez drôle, il y avait des quiproquos, des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, je trouvais que ça commençait à devenir lourd, ce comportement de Mike qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à évoluer finalement. Parce qu'en fait, du début à la fin, il reste le gros connard qu'il est, quoi. C'est tout. Et donc pour lui, il n'y a pas vraiment d'avancement, il n'y a pas vraiment de développement. D'ailleurs, le nom des chapitres, c'est plus en fait à destination de Kyle que de Mike. C'est Kyle qui du coup. Mais autant oui, effectivement, les personnages. Après, dans les deux cas, il y a des choses à reprocher parce que Kyle n'est pas non plus. Le côté trop béni oui, on lui reproche aussi. Après, c'est vrai que comme du coup c'est du bon côté, on a tendance à le prendre un peu plus par sympathie. Mais au-delà effectivement du fait que Mike est un personnage finalement pas très amical, leur relation à eux deux, elle est belle dans le sens que on sent vraiment que ils sont amis à la vie et ça se ressent vraiment dans le film, je trouve. Là où je trouve que à côté des d'autres comédiens, on sentait le jeu. Là entre eux, on sentait vraiment que c'était on l'a écrit ensemble, on l'a filmé ensemble. Il y a vraiment une belle complicité et je trouve que moi c'est bien écrit parce que même si c'est pas aussi drôle que ce que j'aurais pu croire, parce que je pensais vraiment que ce serait une pure comédie, alors qu'en fait c'est extrêmement amer. C'est un peu doux amer. Il y a toujours quand même une petite phrase, une petite tournure qui va faire qu'en fait, même un moment un peu dramatique va se transformer en comédie un peu burlesque. Je spoilerai pas, mais il y a toujours à un moment donné une scène ou un geste qui va faire qu'on va là, ça va un peu dynamiter le côté soit trop dramatique de la situation. Par exemple, on pense à je pense sans essayer de spoiler, mais une scène dans la neige où en fait on a peur que ça se finisse mal, ça se finit bien et à la fin il y a la petite phrase.
phrase, mais en fait, est-ce que tu m'as entendu de ce que j'ai dit, tu vois. Voilà, il y a toujours ce petit truc qui dynamite un peu, et voilà, je trouve ça me fait penser, c'est américain, et pourtant je trouve que dans le côté un peu pince sans rire, il y a un côté très anglais. Je trouve que c'est de l'humour très anglais, voilà, qui, voilà, bon, il y a des moments, il y a des ventres mous, hein, et honnêtement, voilà, il y a des moments, tu dis, bon, ça commence à traîner un peu en longueur. Donc, en fait, c'est surtout dans ce que ça veut ça raconter. Finalement, c'est une histoire d'amitié, mais ils ont pas 36 000 trucs à dire, et on sent que de temps en temps, ils reproduisent les schémas qu'on avait déjà vus au début, parce que voilà, c'est un long, alors qu'en fait, je pense qu'au début, l'idée devait être un court métrage peut-être. Il y a un court métrage déjà. Et donc, et qu'en fait, ils ont transformé en long. Et ça se sent. Enfin, je veux dire, voilà, le film dure pas très très longtemps. Je sais pas combien de temps. J'ai même pas regardé combien de temps il dure. Il fait 1h38 et le court-métrage était à Sundance l'année précédente, 2018. Ouais, je pense qu'honnêtement, j'aurais un bon moyen métrage. Un truc d'une heure, ça aurait été nickel. Ou Moi, alors je comprends, hein, c'est vrai qu'au niveau du rythme, c'est difficile parce que, on l'a dit, c'est essentiellement du plan séquence. Bien réglé, c'est vrai que c'est pas facile de régler les plans séquences et c'est beaucoup de boulot, et du coup ben ouais, il y a un rythme qui est ce qu'il est, tu peux pas tricher avec du montage pour accélérer ou jouer un peu là-dessus. Ça marchait très bien, effectivement, c'est le réal et le scénariste qui se mettent en scène eux-mêmes, donc ils connaissent leur personnage, donc ça fait naturel, j'étais bien pris dedans. Oui, il y a un gros ventre mou, faut dire ce qui est, les 10 grands discours sur l'amitié, bon. il se répète au bout d'un moment. Voilà. C'est que l'histoire se finit par se répéter et on finit par, comme on connaît, en fait, par contre, c'est un bon point et un mauvais point, c'est que les personnages sont très vite identifiables. Dès la première scène, on voit à peu près leur caractère, ce qui fait qu'en fait, du coup, s'il y a des scènes, on les devine. C'est un peu aussi le problème dans un sens, c'est que après ça se veut réaliste, hein, parce que effectivement c'est quand même des... Bon, j'espère que vous n'avez pas tous vécu ce genre d'amitié, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais voilà, il y a des trucs qu'on voit arriver parce que on sait très bien qu'il y en a un, il est plus égoïste que l'autre qui va dire oui à tout, enfin voilà, il y a de l'attendu, quoi. Oui, il y a de l'attendu. Il y a aussi, on parle de l'ami toxique. C'est un environnement toxique. C'est le mari, là, le perso central, entre guillemets, puisque ce sont les deux qui sont centraux, mais on va dire le mari, parce que c'est autour de lui que ça tourne. Lui aussi, il est entouré de gens pas super cool, quoi. Entre sa femme qui est très possessive, qui est très dirigiste, et sa famille qui veut faire des saloperies dans le dos. Bon bref, la famille est toxique. Voilà, je ne spoile pas, la famille est toxique. Voilà. Et elle est toxique, mais parce qu'on on lui dit aussi, c'est que son comportement à lui fait qu'il attire aussi ce genre de personnes. C'est-à-dire que justement, comme il dit oui à tout, on a presque envie d'en abuser. On va être honnête, un mec comme ça, quand on lui demande est-ce que tu m'emmènes à l'aéroport, elle dit ça pour essayer de lui faire comprendre qu'il peut dire non. Mais clairement, on adorerait un ami qui te dise oui à chaque fois qu'il a besoin de t'emmener quelque part. Par là, c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait que Mike est toxique, mais que Kyle aussi entraîne ce genre de situation parce que lui-même a un gros problème vis-à-vis des autres au final. Il veut trop se faire aimer. Mais franchement, faut pas voir comme un défaut de dire oui tout le temps. C'est juste aux autres de faire en sorte de ne pas abuser de ce pouvoir qu'ils ont sur la personne. Je suis désolée. C'est pas un mal en soi de dire oui. Hein. On va voir les blagues de Toto ? Non. J'aurais essayé. C'était un timing parfait. Mais je pense que tu irais essayer dans 2 heures, c'est bon. Donc film festoche, film festival, je dis ça parce que on est sur la performance, on a la performance d'acteurs, on a la performance de plan séquence entrecoupé des petites scènes jolies avec des mecs qui font du vélo, les mecs qui font voilà, c'est du petit film indépendant, il y a des références au film français, au cinéma français partout. C'est pour ça que je dis que c'est très formaté, c'est très packagé pour du festival et c'est moins grand public, quoi. Franchement, en l'ayant vu, j'ai pas franchement l'impression que ça soit un film à festival, quoi. J'aurais plus eu l'impression de Sundance, ou voilà, qui donne sa chance aux petits films. Mais dire par là, il y a pas de, enfin pour moi, il y a pas la cahier des charges Sundance. Autant voilà. Il y a de bons petits films, ça. J'avais plus l'impression de regarder un téléfilm l'après-midi sur M6, quoi. Je crois pas qu'il y ait autant d'ambition dans la mise en scène dans les téléfilms M6. Non, là quand même, non. C'est pas la claque annoncée, mais en tout cas, c'est quand même, ça reste pour moi un film, voilà, qui a encore une fois un peu ambitieux
pour ce genre de film. Thierry, toi tu l'as vu à Deauville, tu es un privilégié, tu l'avais vu, ça remonte un peu maintenant, hein, ça fait presque un an. Quel souvenir en gardes-tu? En fait, je suis un peu con parce que depuis tout à l'heure, j'en ai parlé, j'aurais dû sortir ma chronique en fait pour justement la relire. Bah non, justement, quel souvenir en as-tu? En fait, j'en ai pas un immense souvenir. Le problème, c'est que c'était plus dans la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire que nous, on l'a vu en fin de festival avec Valentin qui était venu avec nous pour le PIF et avec qui j'ai passé mon Deauville. Et du coup, la première fois qu'il a été diffusé, tout le monde dans la coloc où on était nous disait c'est le meilleur film de Deauville, vous allez voir, il va tout rafler, c'est génial, on s'est éclaté, notre film préféré. Ils en disent tous du bien à fond la caisse. Et prix du jury d'ailleurs. Oui. Margot me dit il faut que tu y ailles parce que c'est toi qui vas écrire dessus parce que j'ai trop de trucs à faire. Donc après voilà, il nous l'avait bien vendu. Alors après, est-ce que c'est les conditions qui ont fait ça? Nous on l'a vu donc quasiment dans les derniers jours sur la séance de genre 22h30, on était claqués. En plus quand t'es à 22h30 tu t'es tapé 6 films derrière. Donc t'es là, t'es un peu fatigué, on l'a vu et on n'a pas du tout été charmé, on n'a pas apprécié cette histoire, on n'a pas apprécié ces personnages et du coup on est sorti un peu déconfit en se disant ok, on voit ce que ça a voulu faire, mais après on nous avait vendu un truc qui était selon eux excessivement drôle. Ah merde, oui, non, alors là on vous a eu là. Et voilà, ils ont dit Stuart, tu vas te bidonner, machin. Alors du coup, ouais, on m'a pas vendu le bon produit. Peut-être on m'aurait plus expliqué justement, enfin, on n'a pas besoin de me l'expliquer, mais plus vendu en m'expliquant ce que ça va être, en mode c'est une comédie mais qui est très caustique, qui a un côté voilà aussi dramatique, qui parle de plein de choses, qui parle de toxicité, tout ça. On l'aura peut-être vu dans notre œil, mais c'est vrai que bon, on s'attendait à autre chose. La première scène est quand même assez drôle, donc du coup, je m'étais dit ça va, c'est cool, ça démarre bien. Et puis ouais, je sais pas, on n'a pas été charmé. Je pense que c'est plus et ça, enfin, c'est ce que j'ai ressenti en relisant vite fait mon écrit. Oui, je pense que je suis passé plus à côté que de dire que c'était excessivement mauvais, quoi. Mais bon, j'étais pas très content en sortant de la salle. Alors que moi je le conseille quand même parce que voilà, effectivement pareil, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on me l'a survendu, mais pour peu moi je trouve que c'est une bonne contre-proposition à ce qu'on peut voir. Et voilà, c'est un film indé qui a de l'ambition, qui est bien écrit et clairement on verra pire au cinéma cet été, hein, donc Et peut-être même tout à l'heure. Et peut-être même tout à l'heure. On va pas spoiler. Mais on en sait, on n'a pas vu le film encore. Après la montagne, je vous propose de partir dans la jungle. Alors, votre fils a disparu. Et vous dites qu'il est chez les... Autopie. Les Autopies. Donc vous savez où il est? Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. Je n'ai pas vu Fabrice, qui est à l'accueil, depuis au moins 30 minutes. Mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... Non, bon, n'en dites pas plus que je m'en fous. Nous allons monter une petite expédition dans la jungle. Chef, dites quelque chose. Ah, ça me fait pas plus plaisir qu'à vous, les gars. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, le titre est vraiment tiré de ça. Ah merde. Prenons une chanson populaire et faisons un film. Tu vois, je vous avais parlé après l'annonce des blagues de Toto qu'on pouvait faire un film Balibalo. C'est possible. Alors là, c'est la version Salvador, je crois, qui avait inspiré, mais oui, c'est dans la jungle, terrible jungle, oui. Le lion s'endort-il ce soir? Meurt-il ce soir? De rire ou d'ennui? Le lion, on ne sait pas, le bon goût, on a une idée. Terrible jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli avec le plus beau casting de la semaine. Catherine Deneuve, Vincent Dodienne, Alice Belaïdi et Jonathan Cohen. Une comédie prometteuse. Donc rappelez-vous à chaque fois qu'on dira un argument que ça a été écrit par 2 personnes. Et réalisé par 2 personnes. Réalisé par 2 personnes. Et besoin de beaucoup de main d'œuvre pour ce film. Franchement, en plus c'est un film festivalier, lui aussi. Ah oui. Mais on est revenu sur un... Parce qu'il était à l'Alpe d'Huez. Bon bref, l'histoire d'Eliot qui part dans la jungle étudier les autopistes. Et il s'aperçoit qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des autochtones. C'est pas des indigènes. Ce ne sont plus des indigènes, mais des orpailleurs. Sa maman, Catherine Deneuve, Chantal de Belabre, s'inquiète, parce que c'est une maman qui s'inquiète pour son fils anthropologue. Et du coup, elle va aller chercher les gendarmes locaux, dirigés par Jonathan Cohen. Et elle va les pousser à aller les chercher dans la jungle. Et que la terrible jungle, voilà. Alors est-ce une terrible comédie? Tu peux redire ce que tu as dit quand Thomas a dit le nom du personnage de Catherine Deneuve? Vas-y, redis juste parce que si vous avez peut-être pas entendu en fond, vas-y, redis. Blabre.
Il faut savoir que l'une des blagues les plus drôles du film, c'est juste le fait qu'on écorche le nom du personnage de Catherine Deneuve. Parce qu'il y a un gendarme illettré. Oui. Parce qu'il se trompe de visage. C'est surtout qu'il se trompe de visage derrière. Moi, c'est limite le seul truc qui m'a fait rire. C'est chaud là. Je crois qu'il est dyslexique plutôt que de ne pas savoir écrire. Ouais. Je pense qu'il est limité. Je pense qu'ils sont tous limités de leur côté. Tout le monde en prend pour son grade. Les meilleurs recrues de la gendarmerie étaient à Saint-Tropez. Et ceux qui ont raté le concours ont été envoyés en Guyane. Voilà. C'est de l'aventure, c'est de la comédie. Et du coup, est-ce que ça rame pour une aventure en pirogue ? Aventure comédie, c'est assez marrant, tu vois, parce que moi j'ai pensé à un truc tout du long. J'ai pensé à un autre film dans le même genre, un film français pour le coup, c'est pour ça que c'est bien de le citer, qui m'avait pas immensément plu et même très déçu étant donné qu'il était aux commandes. Et en fait, voir Terrible Jungle m'a fait relativiser tout du long et m'a fait dire, en fait, Chabat est tellement intelligent que même le Marsupilami c'était bien mieux que ça. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film fait par des débiles en fait. Alors on va y venir parce que je sais qu'il y a des gens qui ont rigolé parce qu'ils osent rire de tout et moi ça me dérange absolument pas, mais je trouve qu'on en rit très mal. Ça m'a pas du tout plu, j'ai trouvé ça pas terrible en fait. C'est pas drôle, c'est pas prenant, il y a 2-3 trucs qui peuvent passer, mais ça joue sur les... Enfin c'est la comédie spéciale cliché, le problème c'est que dans tous nos stéréotypes on fait quasiment que ça quoi, enfin en tout cas c'est chiant quoi à force. Alors je te rejoins sur le cliché dans le sens où tous les acteurs sont embauchés pour ce qu'ils font d'habitude. Enfin, Catherine Deneuve fait Catherine Deneuve, Jonathan Cohen fait Jonathan Cohen, Dodienne fait Dodienne. Et Belaïdi sort elle fait la chef des Autopies. Là, il y a peut-être, mais pour ce qu'on en fait, elle est assez effacée face aux 3Z, j'ai l'impression. Et ouais, on profite pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'il y a une grosse écriture. On profite de ces personnages-là. On met une espèce d'humour un peu absurde, un peu flottant, en se disant c'est des grands acteurs, ils vont faire le reste. Et en fait, non. Quand c'est mal écrit, quelle que soit la personne qui l'interprète. Mais justement, en voyant Albertine, je pensais vraiment que on se focaliserait sur les autochtones, enfin les gens qui sont là-bas, quoi, pour découvrir un petit peu. Et en fait, pas du tout, parce qu'on passe pratiquement la moitié du film avec les gendarmes. Enfin, on s'en fout. En vrai, on s'en fout, quoi. Pareil, il y a un déséquilibre. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre suivre les autochtones d'un côté, suivre les gendarmes de l'autre qui les recherchent. Et on passe 3 plombes dans le village, on passe 3 plombes avec les gendarmes et il n'y a peut-être pas En fait, on oublie l'un quand on passe avec l'autre. Ouais, c'est ça. On oublie qu'on est dans le même film presque, j'ai l'impression. Après, moi je vais me faire l'avocat du diable puisque je suis le seul à avoir un tant soit peu apprécié. Non, clairement, c'est pas la comédie de l'année, c'est pas très bien écrit, mais là, je te rejoins sur les clichés, mais en même temps non, puisque dans les comédies françaises, quand on tombe sur le cliché, c'est en général c'est un cliché et on y reste. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, etc. Et c'est un peu malaisant dans le sens que ça enfonce les portes ouvertes, mais en même temps c'est assez méchant envers une communauté et pas envers l'autre. Là, je trouve que en fait, ce qui est bien, c'est que c'est généreux dans le sens que ça tape sur tout le monde. Ils en prennent tous pour leur grade, l'homme blanc, l'indigène, la femme blanche, enfin tout le monde en prend pour son grade. Les blagues sont du coup forcément sont pas toutes aussi bien amenées, aussi bien écrites, mais il y a une vraie envie en tout cas de faire rire, puisqu'en fait ça n'arrête jamais. Et clairement, comme vous l'avez dit, le film se divise un peu parce que il y a pas de scénario. Le scénario il tient en deux trucs. Tu l'as rappelé au début, mais justement ils ont pas de scénario, ils ont des acteurs qui du coup savent faire leur job. Donc en fait vas-y, fais de la vanne. Clairement, du coup, dans l'eau, forcément, le vase est plein, t'en enlèves la moitié. Mais il y en a qui passent bien. Et je trouve que pour le coup, il y a une envie de faire rire, une générosité et surtout une absence de méchanceté. Là où je peux voir dans beaucoup de comédies françaises où mine de rien, c'est genre on se moque de l'autre en mode drôle, mais en fait c'est un peu largement méchant. Là, c'est pas méchant. C'est en fait non, les mecs, on va taper sur tout le monde, on s'en fout. Il y a pas de limite en fait. Et clairement, dans l'eau, effectivement, il y en a qui sont lourdingues, il y en a qui sont mal écrites, mais je n'enlèverai pas l'envie pas de bien faire, mais d'être libre en fait, de faire une comédie un petit peu genre en mode on s'arrête pas à une catégorie de personnes, on s'arrête à rien, on y va, on lâche les chevaux. Ça m'a fait penser, alors clairement on n'est pas du tout dans ce niveau là, mais un peu à l'époque des hot shots, des as avec les Y a-t-il un flic où il y avait de la vanne, mais il y avait de la vanne et de l'humour, du gag visuel toutes les secondes. Et là c'est à peu près ça, c'est qu'en fait il y a pas non quand je dis c'est à peu près ça, non mais c'est pour ça non mais je nuance totalement, ce que je veux dire par là dans le sens qu'il n'y a pas un seul dialogue sérieux. C'est qu'il n'y a pas une scène ou un dialogue qui est sérieux, c'est qu'il y a
c'est toujours chaque scène, chaque plan, chaque dialogue est fait dans le but de faire rire. Ça marche pas, mais je peux pas lui enlever qu'au moins, ça tient sur 1h20, ils ont rien d'autre à raconter, et ils essaient de bien le faire. Voilà, c'est pas totalement réussi, mais honnêtement, j'ai vu plus méchant et j'ai vu plus con dans le mauvais sens du terme. Justement, en disant que ça se voulait pas méchant, certes, c'était peut-être l'intention de départ, mais c'est tellement mal exécuté que moi, je l'ai perçu comme tel. Moi, je l'ai perçu comme étant... Il y a certaines vannes, je les ai perçues comme étant vraiment condescendantes. C'est du coup, en plus, c'est tellement vanne, c'est tellement vanne après vanne que t'as pas vraiment le temps de digérer, d'intégrer en fait le truc. Du coup, voilà quoi, tu prends le truc comme il t'arrive. Le truc est excessif au final, voilà, mais avec ce que ça a de qualité comme ça a de défaut, voilà. Donc il y a à boire et à manger. Chacun il prendra un peu. Il y en a qui comme je dis, voilà, on rit pas forcément sur les mêmes vannes, on choque pas forcément sur les mêmes vannes, mais je pense au moins, tout le monde va au moins rire, même toi je pense sur au moins une vanne, il y a au moins une vanne qui a passé. Enfin ce que disait Thierry, voilà, il y a la vanne du Blarbe qui t'a fait rire. Il y en a une qui passe, parce que dans le lot il y en aura forcément une qui va passer. Non, évidemment, il y a forcément des moments qui m'ont fait rire. Mais en fait, alors là pour le coup, dans le fond de l'analyse, je te rejoins beaucoup. Enfin, je monte du doigt Alan, hein, n'oubliez pas de regarder la vidéo associée au podcast sur YouTube, attention, c'est le logo en boucle. Donc je te rejoins en fait beaucoup sur le côté pas bienveillance, mais en tout cas pas de malveillance, dans le fait que c'est vrai que ça essaie de rire sur tout. Moi je sais qu'avec Yassa on avait tiqué sur le moment, mais pour le fait de tiquer quand il y a Jonathan Cohen qui débarque dans le magasin Wong là, et qui commence à jouer au débile en faisant une voix de gros gogol, et du coup oui ça pourrait se moquer de ça, mais sauf que d'un autre côté c'est vrai que ce serait un personnage, voilà, ce serait un personnage que tu admires, pour lequel tu as une empathie qui fait ça, tu peux limite trouver que ce serait logique. Là c'est un personnage dont tu te fous de la gueule depuis le début, tu sais qu'il est idiot, tu le méprises depuis le début, qui descend à ce niveau-là, voilà. Oui, mais qui descend à ce niveau-là, tu te dis, en même temps. En fait, en soi, c'est un idiot qui essaye de faire. Tu sais, c'est comme quand t'es gamin et que t'essaies de mimer un. En fait, c'est un gamin qui essaie de mimer un goal, mais de façon totalement idiote. Mais comme, si tu veux, je te rejoins, il est idiot lui-même. Donc. Oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est là où, du coup, je diffère quand tu dis tout le monde en prend pour son grade. En fait, c'est pas vrai. Celui qui en prend pour son grade, c'est le gendarme idiot qui fait des vannes sur les Chinois, sur les Google. Qu'est-ce que l'a pris Catherine Deneuve? On l'a rien pris, Catherine Deneuve, tu rigoles. Mais tu rigoles, mais parce qu'il y a il y a quand même une grosse caricature, voilà, de la bourgeoise parisienne. Attends, quand elle se fait traîner, elle se fait porter par les gendarmes. La caricature de la bourgeoise parisienne, elle est là quand même. Excuse-moi. Ils ont survécu dans la jungle, mais a besoin de se faire porter. Non, c'était dans son contrat. Elle ne marche pas dans la jungle. C'est Catherine Deneuve. Oh. Oui, alors je suis pas certain qu'ils soient allés tourner à la frontière sumérienne. Je crois qu'ils ont tourné à La Réunion. Je crois. Voilà, je veux quand même pas gâcher l'envie d'illusion, mais ce que je disais il y a ça un moment, je lui fais on n'est pas à l'abri que ce soit à la forêt de Rambouillet. Pas loin. C'est quand ils s'échangent des euros que j'ai dit ça. J'ai fait qu'est-ce que vous allez faire avec des euros là-bas en Guyane. Ouais. Oui. Là où du coup je voulais rejoindre Alan, c'était sur le côté aussi. C'est vrai qu'il y a un côté généreux dans la vanne. C'est vrai qu'on peut pas dire le contraire. Ça essaie de faire tout le temps, que ce soit par des gags de situation, par des gags dans les dialogues. Après voilà, je trouve ça, et là je rejoins ça pour le coup, très très mal exécuté. Et moi des films qui essaient d'être généreux tout le temps, j'en ai vu plein, et il y en a plein qui sortent dernièrement, et c'est un constat qu'on fait généralement là, où on se dit des fois il y a tellement de vannes tout le temps qu'il y en a bien une qui te fait rire. Et en fait moi je trouve ça limite triste de devoir presque me contenter de ça, en fait, de me dire du coup ça va parce que l'intention est bonne. Dire à un moment on produit tellement de films que je préférerais juste qu'on en produise moins, qu'on s'attarde plus pour retravailler le truc, pour faire en sorte que ça passe, que ce soit mieux rythmé. Voilà, une fois de plus, deux personnes ont planché là-dessus et ça donne un truc qui est raté dans l'exécution. Ça me rend triste parce que dans l'idée j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien ce que ça veut dénoncer, j'aime bien ce que ça dit, j'aime bien ce sur quoi ça veut rire. Et pourquoi est-ce que ça m'a pas fait rire, quoi? C'est un souci, quoi. Parce que tu n'as pas d'humour. Non, mais. Oui. Dans les réels scénaristes, Hugo Benamouzik, il était scénariste sur Platane aussi. La série un peu space avec Éric Judor. Mais tu vois, tu parles de Platane, mais ça m'a fait aussi par exemple, alors totalement, c'est pas du tout le même délire, mais je parlais d'âge, mais je parle par exemple de Problemos justement avec Éric Judor, qui avait énormément de vannes. Il y en avait qui étaient d'ailleurs, moi j'adore ce film, il y en a qui étaient extrêmement limites. Et c'est un peu ça, tu vois. Et voilà, effectivement, après tu me dis, voilà, toutes les comédies maintenant essaient d'être généreuses. Oui et non, parce que, enfin voilà, moi encore une fois, il y a le nombre. Les comédies qui sont sous couvert d'absurde ou quoi que ce soit, je parle bien de ce style-là.
Je dis, moi souvent honnêtement les comédies qui marchent vraiment, qui cartonnent, elles sont souvent très méchantes. Enfin honnêtement là voilà pour le coup celui-là il fait de mal à personne. C'est une voilà ça va peut-être faire revenir si ça peut faire venir quelques personnes en salle et tout, pourquoi pas. Et je pensais tu vois tu te moquais quand je parlais je comparais à ça à des As, mais en fait il y a une scène qui fait penser totalement à Hot Shot 2. C'est en fait quand justement en fait c'est ces moments où tu tombes dans la jungle, l'impression que c'est la jungle, et je lui dis à un moment donné ils vont tomber sur un Club Med, et c'est à peu près quand même quand tu tombes sur l'épicerie Wong, et lui mais en fait c'est comme dans Hot Shot 2 où en fait à un moment il traverse la jungle et il traverse à un moment donné un pavillon avec barbecue et tout. C'est un peu ça, c'est un peu cette notion de l'absurde qui me faisait du coup penser à ça. Mais ouais, mais justement, soit on va dans l'absurde et on y va. on n'a pas le talent des Zucker et des Abrams. Hein. Ça, ils ont jamais été égalés. J'ai envie de dire, c'est pas si absurde que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de communautés indigènes qui ont le téléphone, qui ont le satellite, enfin qui regardent la télé. En plein milieu de la jungle. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on en est arrivé à un stade de mondialisation où même les communautés les plus reculées ont quand même accès à un certain niveau de confort et de technologie. Et d'ailleurs, il s'en moque, puisque lui, vient voir des indigènes, il se rend compte que les mecs sont pas du tout indigènes sauvages. Hein. Cette blague a déjà été faite. Oui. Dans un grand film dont je parlerai peut-être en fin d'émission. Non, je déconne. Le coup des indigènes complètement civilisés à l'arrache, entre guillemets, c'était dans Bimboland. C'est le plot du film. Avec Judith Godrèche, d'ailleurs, qui faisait un caméo. Enfin, Judith Godrèche, qui est en participation de The Climb. J'arrive à lier 2 films en une seule reco. Qui est anthropologue et qui s'aperçoit que son sujet de thèse, des indigènes au milieu de la jungle, a été complètement bouffé par le capitalisme et tronçonnent des arbres et boivent du Coca-Cola. Et du coup, elle peut plus faire sa thèse parce qu'ils sont dans le même état que les autopiques. Dans le film Terrible Jungle, la boucle est bouclée. Ah oui, non, mais tu vois par exemple le cliché du truc de Jonathan Cohen où il passe, il y a des gardes portugais à un moment donné parce qu'il y a une frontière entre français et portugais, enfin je sais pas comment ça se passe exactement. Bref. Et il lui fait adios amigos ou je sais pas quoi, genre il lui parle espagnol en sachant très bien qu'il a des portugais en face de lui. Enfin à un moment donné c'est chiant quoi. C'est bon. Oui, il y a des problèmes. C'est vrai que ça on peut quand même aussi le relever, et ça on a souvent ronchonné avec Yassa là-dessus, c'est la répétition des blagues et le fait que ça atteint un moment où c'est pas drôle. Il y a un passage où ils croisent le bateau là, il les éclaire pour leur demander leur chemin, le mec lui dit avec l'accent québécois. Du coup il le rééclaire une seconde fois pour lui dire par contre en fait j'ai pas écouté parce que ton accent m'a fait trop rire, est-ce que tu peux le redire? Et c'est drôle la première fois, c'est marrant, oui bon d'accord, on a noté que t'avais un accent. Sauf qu'ils font la blague 3 fois après quoi. 4 fois en tout, ouais, donc 2 fois encore. Et ouais, déjà dès la 3e fois tu fais c'est plus drôle, le refais pas s'il te plaît. Et pareil, il y a un running sur il y a une séquence sur la drogue où on a 3 drogues différentes à un moment donné entre comment est-ce qu'ils font la drogue locale, les épiciers chinois qui planquent la drogue aux militaires et qui les font bouffer sans rien dire, et puis il y a encore un truc derrière, l'air de rien, mais en très très peu de temps, ce qui fait que c'est dingue le peu de renouvellement, ou alors la surexploitation d'un truc qui marche moyennement en se disant que peut-être que ça va marcher. En fait, t'as un peu l'impression qu'ils ont je vais pas dire qu'ils ont fait des projections tests, mais je pense qu'ils se sont dit, quand ils ont fait lire le truc, ils se sont dit lesquels les font le plus rire. Alors les autres on les met partout et on essaie de faire rire, et celles par contre qu'on fait rire on les met plusieurs fois. Non, heureusement c'est pas vrai. Heureusement c'est pas vrai, parce que le seul rire franc que j'ai entendu dans la salle, c'était au bout de 25 minutes quand ils sont dans la chambre d'un obsédé sexuel et qui sort un gros god et qui fait s'ébouiller en hors-champ. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas eu ça pendant 1h30. Les blagues hors-champ, c'est toujours drôle parce que ça, à la limite, elle était rythmée celle-là, tu vois, parce que tu l'entends, et en plus si tu l'entends pas, c'est pas grave, c'est un petit bonus. Ouais, même parce que tu t'y attends pas, tu vois, justement ce genre de blague, tu dis ils vont y aller mais à fond les ballons, mais non, c'est un petit truc en hors-champ, et je trouve ça malin pour le coup. Tout n'est pas acheté. Voilà, donc on rajoute ça avec la vanne visuelle où Jonathan Cohen sera à la fin du film. Oh, spoil pas ça, c'est trop bien. Je dis pas plus. Donc ça fait 2 moments intéressants. Ça fait pas un gros ratio quand même. Hein. Non, franchement ça a été assez pénible. C'était disons que les 10 premières minutes où on essaye de rentrer dans le film, on essaye quand même d'être actif, quoi, de participer. Et puis à un moment donné, ça devient vraiment lourdeau. C'est dur à suivre. Moi, j'étais pressée que ça se termine. Franchement, ça commençait à devenir de plus en plus insoutenable. C'est bon. On en a bouffé des comédies comme ça. Faut vraiment qu'il y ait un renouvellement quand même dans l'écriture, parce que là franchement, on peut plus continuer comme ça. Sérieux. Tant pis.
Hélas. Il y a les Tuches 3 qui arrivent, il y a les blagues de Toto, il y a qu'est-ce que nous avons encore fait au bon Dieu. T'inquiète, ça vient les comédiens. Ouais, mais à ceci près que les Tuches 3, tu vois, aussi mauvais que ce sera, il y aura Isabelle 4, il y aura Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve qui nous feront pisser de rire parce qu'ils sont hilarants. Et en fait, on leur pardonnera toute la mauvaise écriture qu'il y a autour, rien que parce qu'ils font des accents débiles. c'est horrible. Les Tuches, c'est facile d'apprécier parce que ce sont des personnages qui sont... Oui, voilà, qui sont cons, et du coup, même si le film est con, ben en fait, ça va ensemble, quoi. C'est sûr que se moquer des cons, c'est plus fédérateur, ils sont plus nombreux. Bah, c'est terrible jungle aussi, ça marche pas, hein. Donc il faut arrêter maintenant. Merci Alan de nous avoir rejoints. Bah, merci à vous pour l'invitation, hein. Avec plaisir pour d'autres comédies que je serai le seul à aimer. Et que je serai le... On souffre pas seul. Ouais, non, j'essaye encore de choisir mes films. Ouais. Vous prenez tout là. Genre, là, tu vois, non, faut se limiter, tu vois, le cinéma doit être encore un plaisir. On prend pas tout, on a évité Adorable. Bon, c'est peut-être la seule qu'on a évité, mais en tout cas, il y en a une auquel on a fait. Non. Merci Alan, où peut-on te retrouver après l'émission ? Chez moi. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Putageek ou en pige sur Journal du Geek. Les liens en description, tout ça. Merci et à très bientôt. Mais de rien, merci à vous. Aïe. Bon, c'est décevant là, cette comédie vert jaune cette fois-ci sur l'affiche. C'est pas bleu jaune. On va varier, on va essayer d'aller sur une comédie bleu-orange. Ah, il y a des subtilités cette semaine. Et, ils essaient de renouveler le paysage colorimétrique des comédies. C'est ça. On retourne à la métropole. Il y aurait moyen que Guy et moi, on vienne à ta fête de décembre. T'as pas pécho, t'es pas invité, basta. Pour être invité, faut pécho, faut passer de naze à cool. Vu que moi et mes potes, on est un peu galère, je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et à quelques potes comment pécho des meufs. Ouais, t'inquiète, on va te sauver, Willy. Ça sera 10 €. La leçon est par personne. Vous allez me dire chacun à votre tour ce que vous avez d'original en vous. Je suis un meneur, voilà, je suis le chef de tout. Non mais c'est chaud comment tu t'humilies là en fait. Franchement, si vous voulez pas enregistrer, je le prendrais pas mal. Hein. Thierry, es-tu prêt ? C'est l'été, le soleil, la plage, les maillots, les hormones en ébullition et une question que tout le monde se pose. Est-ce que t'as pécho ? Thierry est outré par la question. Et non, ce n'est pas une question, c'est... Je suis pas tant outré par la question, c'est qu'au bout d'un moment, c'est bien de... je sais que t'as aussi ce rôle de neutralité quand t'animes, mais tu peux commencer à énerver, en fait, ça me dérange pas. Là, pour celui-là, vas-y. Le film est très nul, j'ai voulu partir, mais il m'a pas énervé pour autant. C'est lui qui était très très nul, certes. Plusieurs fois. T'as pécho d'Adeline Picot, premier long. Dernier long. C'est dur. L'histoire d'Arthur et ses copains, Arthur joué par Paul Kircher, qui embauche sa copine Wassima, jouée par Inès d'Assomption, pour leur donner des cours de drague pour être invité à la soirée branchouille de la fille populaire de la classe, de la 3e B ou C, je sais plus, on s'en fout. La prof de français, elle l'a dit, c'est la 3e B. La prof de français, c'est Dominique Lavanant, et on précise qu'ils ont eu Dominique Lavanant pour une scène, en fait, on peut même pas dire deux, je suis sûr que elle est venue pour 5 minutes sur le plateau, quoi. Et elle se gratte les fesses. C'est vrai. C'est pour ça qu'elle ne peut plus jouer beaucoup de scènes. C'est pour ça. En rôle adulte, nous avons également Ramzy Bedia, qui joue un daron, Vincent Macaigne, qui joue un beau daron, et Sophie-Marie Laruy, qui joue la maman. On l'embrasse. Alors, ceux qui écoutent des podcasts la connaissent peut-être, puisque c'est celle qui anime À bientôt de te revoir. Voilà. On l'embrasse toujours. Donc t'as pécho, un film d'1h38, une comédie sur les sentiments, le rapport amoureux, les ados et la galoche, et le rapport sexuel et l'amour, finalement. Est-ce que ça vous a pécho ? Est-ce que ça... Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une torture d'assister à ce déroulement, parce que il y a rien ne sonne juste dans ce qui est dit et dans ce qui est montré. On veut montrer les adolescents de maintenant, comme leur rapport aux relations amoureuses, à la sexualité, etc. Sauf que ça tape, pour moi en tout cas, ça tape complètement à côté. Je ne sais pas si les adolescents qui iront voir ce film se reconnaîtront là-dedans, mais j'ai l'impression que de 1,
on les prend un petit peu pour des abrutis en simplifiant leur dialogue à mort. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui est, les dialogues sont écrits, sont réfléchis, et même si ça veut refléter la réalité, ce qui n'empêche pas quand même de pouvoir écrire quelque chose de cohérent, de consistant. Et on se retrouve en fait avec des ados qui te balancent des citations toutes les 10 minutes. Même les autres, même les parents, les adultes balancent des citations toutes les 10 minutes pour faire genre oui, on peut expliquer un petit peu le sens de la vie avec des citations, des grandes citations, etc. Ce qui n'apporte absolument rien au propos, qu'il dévalorise même à un moment donné. Et du coup, en fait, ce qui m'a vraiment dérangé là-dedans, c'est que à la fois ils sont infantilisés, parce qu'ils ont un langage qui n'arrive pas à refléter leurs émotions complexes, donc il est simplifié, mais à la fois on essaye de leur prêter des comportements entre guillemets adultes, mais qui est fait d'une manière totalement maladroite, qui n'atteint absolument pas son objectif. Thierry, toi par contre, ça t'a mis en colère comme film. Ça m'a mis en colère pour pas mal de raisons. Le problème, c'est que je vais pas tout de suite, mais je pense que je vais plutôt défendre un autre film après, qui s'apprête à sortir, qui parle de ça, mais qui en parle tellement mieux. Mais on en parlera plutôt après. Parlons déjà de ce qui énerve là-dedans. Moi, en fait, ce qui m'a agacé, c'est ça, c'est qu'en fait, concrètement, c'est vrai qu'après, il y a la deuxième partie du film où il y a ça à passer son temps à me dire, on n'est pas devant le même film là, parce qu'il y a la partie, on commence à réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui est bien pour ces gamins, comment l'acter, comment les adultes aussi doivent réfléchir à ce qui est bien pour les gamins. C'était sûr que le film allait aller vers là à un moment, même si on a été désespéré, et il y va beaucoup trop tard en fait. Le problème, c'est que en fait on s'en fout du cheminement. Et on s'en fout, je veux dire, là le problème c'est que les gens qui vont se défendre ce film vont juste défendre, oui mais les intentions elles sont bonnes. Mais je m'en fous, écris-les bien. Le problème c'est que c'est extrêmement mal écrit, on joue sur le côté l'innocence de cette espèce d'obsession pour les gosses d'avoir l'air cool, voilà, et t'es cool une fois que t'as chopé une nana, donc du coup t'as une nana qui au final ne connaît absolument rien à l'amour non plus, elle le prouve parce que quand elle commence à être face à des responsabilités amoureuses avec son mec, elle n'a aucune expérience non plus, mais du coup vu qu'elle est plus cool, donc elle saura comment nous indiquer le truc, c'est pas con dans l'idée. Mais tout ça pour ça, et puis en plus pour jouer avec des clichés mais assez ridicules, et je vais pas parler de la moustache parce que ça me... voilà. Évidemment, hein, voilà. Je veux dire, ceux qui verront le film comprendront pourquoi ça peut potentiellement énerver. Non, après, avec ce qu'on est en train de dire, les gens n'iront pas voir le film, tu le sais. Ouais, voilà, il y a toujours des gens. C'est pas Old Guard, hein. Petite dédicace à un ami du podcast qui a quand même regardé Old Guard malgré les préventions, qui serait du coup foutu d'aller voir ce film. Et tu te reconnaîtras, tu écouteras samedi, je te connais. Bref, je sais pas quoi dire, c'est vraiment pas bien. Et en fait, si tu veux, moi il y a une contre-morale qui m'intéresse dans ce genre de film aussi, qui est un truc qu'on voit dans Good Boys, que j'adore dans Good Boys, qui est tellement mieux écrit, qui était « Rappelez-vous que vous êtes des enfants ». Et en fait, le problème, c'est que le personnage qui veut amorcer ça, c'est le plus mal écrit de tous, c'est le personnage de Ramsey, qui à un moment dit justement un truc sur sa fille, qui dit « Non mais elle a toute sa vie pour tomber amoureuse, c'est peut-être pas à 15 ans qu'il faut le faire ». C'est con parce qu'à 15 ans, si, tu te poses déjà ce genre de questions. Mais en fait, c'est bien de contrebalancer. Par exemple, dans Good Boys, on avait le côté, il y en a un qui veut absolument avoir une copine, il finit par en avoir une, et il y a ses potes qui se disent, c'est pas pour nous, et ça finit, c'est chez des gamins qui s'éclatent et qui ont plus cette obsession-là. Chacun trouve un petit peu sa voie en se disant, c'est pas forcément de notre âge, ou c'est pas forcément si. Là, en fait, le message qui est quand même balancé, c'est que si, c'est de ton âge, il faut y arriver. Mais pour y arriver, faut être correct avec les nanas, faut ça. Ça te parle de consentement, ça parle de plein de trucs, mais c'est vrai que parler de consentement à 15 ans, c'est bien, il faut le faire. Mais tu peux aussi rappeler que t'es aussi un gosse et t'es peut-être pas obligé d'avoir envie de ça parce que tout le monde te dit que c'est cool. Et ce serait bien d'apporter ces deux nuances-là. Non, c'est intéressant le rapport cru quand les ados se parlaient entre eux, se dire les choses directement quand ils appellent nos mots un PD et quand ils parlent de baiser, ils parlent de coucher et même ils s'entraînent à coucher parce que la sexualité et l'amour c'est deux trucs. C'est intéressant ce rapport-là de la jeunesse à ces dialogues-là et le filtre qui est différent. Et même on se prend il y a un moment OK Boomer dans la gueule où les gamins de 15 ans savent pas ce qu'est Star Wars. Ouais, alors ça justement, non mais ça parlons-en. Ça c'est pour faire un running gag. Le problème c'est que ça ne marche pas. Oui, parce que en fait il fallait prendre n'importe quelle référence autre que peut-être l'une des seules références de la pop culture qui est intergénérationnelle et qui a une nouvelle trilogie qui a touché les gamins de cet âge-là. Donc cette référence-là marche pas. Voilà, je veux dire ça c'est un défaut d'écriture aussi. C'est pour faire, on va faire une blague sur des gamins qui connaissent pas Star Wars. Prends Star Trek, prends un autre truc. Star Wars ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est l'obsession des jeunes d'aujourd'hui aussi. Ils sont tous fans de la nouvelle trilogie et à 15 ans, bien sûr que si. Je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a ce truc là. Mais oui, non, c'est pas très bien écrit. Disons que le meilleur acteur c'est le gamin de 3 ans. Parce qu'il articule pas et en fait vu que les dialogues sont très 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 mauvais, on est content de pas entendre les siens. C'est ça, j'ai juste compris dinosaure à un moment. Et papa.
Ah oui, bah oui, évidemment, l'absence du père, c'est important. Non, c'est ça, Ramsey, il en a rien à foutre de ce qu'il joue. Enfin, Toi, t'as vu ce qu'il a à jouer? bah, il joue son propre rôle. Il est pas comme ça avec sa sœur, là? Le mec, il joue un nationaliste limite d'extrême droite qui va à des réunions nationales. Non, Ramsey, j'espère qu'il est pas comme ça. Non, il est pas comme ça. Dans le rapport autoritaire, mais il joue que des darons en ce moment. Oui. Chaque fois que je le vois quelque part, il joue un daron autoritaire et surprotecteur. C'est ça, c'est l'anti-Will Smith, c'est le mauvais papa. Non, c'est ça, chaque fois je le vois en jouer un daron surprotecteur, donc moi j'ai l'impression qu'il joue ça tout le temps, voilà. Mais là il est pas impliqué, il s'en fout complet. McCain il est là parce qu'il lui faut ses heures, je sais pas. McCain ne joue que dans du cinéma ultra artsy, ultra indé, il doit pas gagner grand chose, donc oui, de temps en temps il faut bien aller récupérer un peu de maille quelque part. Je suis pas certain, alors peut-être qu'il adore, hein, mais je suis pas certain quand tu vois ce qu'il fait en général que ce genre de projet les beautés non plus à fond. Hein. Non, c'est ça, et du coup, quand on rit, on rit du film parce que c'est trop choquant, enfin c'est mal amené, c'est consternant. Il y a des passages qui sont juste affligeants dans la manière de les amener, dans les thématiques qui sont sensibles, hein. Donc c'est une déception. Dans 2 semaines, parce qu'on n'en parlera sûrement pas dans le podcast, parce que vu que je suis le seul à l'avoir vu, il y a un film qui sort qui s'appelle Mignonne. Et justement, c'est l'occasion d'en parler. Plutôt que d'aller voir Tapé Chaud maintenant, attendez 2 semaines, allez voir un autre truc. Il y a des choses au cinéma en ce moment. Allez voir Madré par exemple, si vous l'avez toujours pas vu. Ou T85 par exemple. Ou Hitman 4 même, voilà, quitte à avoir un truc qui castagne un peu la gueule. Mais dans 2 semaines, il y a Mignonne. Mignonne, ça parle justement d'une gamine qui vit dans une famille traditionnelle, très religieuse, qui lui impose déjà son statut de femme en lui disant tu dois t'entraîner à devenir une femme. Elle a 11 ans. Hein. Et parce que bientôt, on va choisir un époux, et puis ça va évoluer comme ça, et puis tu dois être une bonne femme au foyer. Et elle, voilà, elle voit les gamines de son école qui sont faux-folles, qui sont vulgaires, qui s'éclatent, qui sont des gamines, quoi, et qui sont dans de la danse, et du coup, elle va se libérer totalement, mais vu qu'elle est totalement enfermée, elle va se libérer dans l'extrême inverse, elle va aller très loin, elle va se libérer même d'un point de vue sexuel, en tout cas par rapport à son corps. Et voilà, elle va aller loin, il va y avoir une repentance, elle va réfléchir à tout ça, et ce film te place clairement le côté quand est-ce qu'on t'accorde le droit d'être un enfant. Et justement, c'est sur une prise de pouvoir de sa mère aussi qui va lui accorder le droit d'être un enfant. Et là, elle se dit, ok, je suis pas prête à être une femme, il faut que je sois une enfant avec mes jeux, avec mon innocence, avec tout ça. Regardez ce film, parce que ça parle aussi de la même chose, ça parle de libération, ça parle de est-ce que les gamins sont prêts aussi à affronter des choses sexuelles. Bon, et ils sont bien plus jeunes que les gamins qu'on a vus là, mais ça en parle avec une bienveillance, c'est bien foutu. Les gamins jouent bien, donc déjà ne serait-ce que là en termes de jeu, on est quand même bien plus évolué, et le message est vraiment bien foutu. C'est un peu tout le contraire de ce qu'on a vu là. Et là, je m'en fous, une fois de plus, que je disais que le fond soit potentiellement intéressant parce qu'ils essaient de t'apporter des morales qui sont pas idiotes sur certains points. Mais si c'est amené comme ça, non, on s'en fout. Non, parce que les gens, c'est pas ce qu'ils vont retenir. Et ils vont retenir les vieilles blagues sur le fait que les gamins n'arrivent pas à pécho parce que c'est rigolo, le fait qu'il faut prétendre plein de conneries pour paraître cool. Et putain, merde, soyez des gosses, quoi. Sinon, dans les recos, dans la thématique, alors on n'est plus dans la comédie du tout, mais en même temps, on n'y était déjà pas. Hélas. Moi, je pensais à La fille au bracelet, justement sur les mœurs des jeunes comme ça. C'était le film de Stéphane Demoustier avec sa sœur Anaïs Demoustier qui joue la procureure, justement, qui est face à cette incompréhension et qui est très accusatrice de justement cette pauvre ado qui se retrouve au tribunal. Mais est-ce que c'est à cause de ses mœurs justement et de cette perception que a cette jeunesse par rapport à la sexualité? Je trouve que c'est plus subtil, c'est mieux. Mais déjà, c'est mieux écrit et mieux joué. Ouais. Donc déjà rien que ça. Mais je pense qu'on pourrait trouver une tonne d'autres films qui traiteraient le sujet bien mieux. Que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau du jeu des acteurs, que ce soit au niveau des dialogues. Là, il n'y avait absolument rien. C'était vide. C'était indignation après indignation, quoi. Il y avait dès les premières minutes, on s'est regardé, on avait déjà envie de sortir. C'est grave quand même pour un film qui essaie justement d'apporter d'essayer d'éclairer sur un sujet pareil, quoi. C'est le râteau. Tapé chaud restera bolossé au fond de la classe avec les autres. 너무 신기하네. 어떻게 이렇게 많이 왔지? 그 잠깐 사이에. 아니 정말 잠깐 잠든 사이에 온 거잖아. 이렇게 많은 눈이. 우리를 축복해주는 눈 같아. 정말 고맙네. On n'a peur de rien dans certains LMH shows, même les grands écarts. Alors celui-là, il est un peu violent. Celui-là, faut s'échauffer, hein, parce que passer directement de Tapé chaud à Hotel by the River de Hong Sang-soo, il faut quand même s'accrocher. Gangbaeon Hotel,
magnifique. On passe de... Mais le titre original explique tout. C'est ça, c'est complètement ça. C'est l'histoire d'un poète qui sent sa mort venir et qui appelle ses 2 fils à le rejoindre pour les voir. C'est un hôtel près de la plage. C'est ça, au bord de la rivière. Parce qu'il y a un goéland, j'y peux rien. C'est enneigé. C'est ça, on passe de la piscine à la plaine enneigée avec la petite rivière et tout. Un film contemplatif, une tranche de vie. Film coréen, fallait-il le préciser. 1h36. Alors, c'est un film qui fait penser un peu à The Climb par ses plans de séquence. La différence ici, c'est qu'ils sont pas timés pareil. Enfin, ils sont pas timés d'ailleurs. Et que dans The Climb, les années passent entre les scènes, alors que là, les années passent pendant la scène. Ceci près que là, pour répondre sérieusement à ce que tu disais, dans The Climb, c'est pensé, ils y ont réfléchi. Là, c'est clairement l'économie de budget parce que vaut mieux faire qu'un plan parce qu'il faut pas trop qu'on perde de temps, quoi. C'est extrêmement fauché, hein. C'est ça, une émission extrêmement fauchée, un peu comme Claque, sauf que nous c'est un podcast et on passe pas sur les grands écrans. Que nous on n'est pas fauchés ce soir, on a même ramené du monde. Nous avons Jess avec nous. Bon, désolé d'être venu pour ce film, Jess. Je suis ravie. Rien d'autre. Là pour l'instant rien d'autre. Faut que ça macère un peu là. Voilà. C'était Jess pendant Shadows. Oui, bon d'accord, c'est gentil de m'appeler pour les films de genre, mais vous savez, j'aime bien autre chose. Bah voilà, on a vu autre chose. Hein. Ouais. On avait autre chose. C'était autre chose. On a Yassa aussi. Tout le monde s'est ennuyé, pourtant je me suis marrée. Pendant ce film. Oui, voilà. J'ai réussi quand même à me marrer. Ce qui fait que c'était quand même une bonne expérience. Bon, alors oui, c'est un film tranche de vie. Ça laisse tourner, j'ai l'impression. Je me suis demandé si c'était pas tourné au téléphone. Tellement ça avait l'air très léger, la caméra tremblotante, je sais pas, j'avais l'impression que c'était un truc tourné au téléphone en une journée dans un hôtel quand même. À ce moment-là, moi je vais conseiller à mes employeurs, vu ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'aller voir le film pour qu'ils voient ce que ça donne, comme ça ils verront qu'il faut pas virer les JRI. Voilà, c'est fait, c'est passé. Rappelons que tu travailles pour une chaîne d'information continue. Voilà, tout à fait. Qui fait un plan social actuellement, à la sortie du confinement alors qu'elle a jamais fait de meilleures audiences. Voilà. Je peux même pas dire que le film est magnifique sur la photo parce qu'on a une très belle affiche avec justement 2 femmes sur la neige au bord de la rivière avec la colline derrière en fond. Donc ça fait une très belle affiche. Mais le reste du temps, on est dans cet hôtel. La photo est pas belle du tout, quoi. Enfin, c'est alors qu'il est plutôt connu pour avoir une jolie photo, des plans un peu recherchés. Et là c'était l'inverse, quoi. C'est pas beau. Franchement, c'est pas beau du tout. Mais moi, j'ai même cru que c'était son premier film. Tu m'as posé la question que je t'ai dit qui était Hong Sang-soo, tu m'aurais dit mais non. Alors vite fait, c'est qui Hong Sang-soo ? Alors je pourrais pas forcément t'en parler parce qu'Hong Sang-soo c'est un des réalisateurs coréens dont je mourrais d'envie de voir la filmographie vu la réputation qu'il a. J'ai changé d'avis ce soir parce que c'est pas pour moi. Donc Hong Sang-soo, non, c'est un immense réalisateur coréen. Il a presque 60 ans ce monsieur et voilà, il a réalisé beaucoup de choses qui sont considérées comme des films limite de la nouvelle vague, mais en Corée. Voilà, et ça se sent là d'ailleurs à plein nez, et tout le monde m'avait dit le problème de Hong Sang-soo, c'est qu'il a tendance à faire souvent le même film, et qu'il y a un côté qui peut être très rebutant, mais que si on s'y accroche, on va trouver de la poésie, on va trouver de la beauté. C'est pas simple, je vois à peu près ce qu'il a voulu faire, et c'est vrai qu'en soi il aurait pu le faire de manière très belle, et oui, il y a quand même le plan dans la neige, quand elles sont dehors la première fois, quand elles vont rencontrer le poète, qui est plutôt beau. En même temps c'est du blanc immaculé avec 2 persos au milieu, quoi. J'aurais bien aimé voir ça, oui, en effet, mais c'est vrai que le reste du temps c'est des discussions qui tournent en rond, qui se répètent énormément, mais sans qu'on sente cette espèce de volonté de faire du temps réel presque. Je pense que c'est ce qu'il a plutôt moins voulu faire, mais ça marchait pas énormément, quoi. Si, c'est du temps réel quand même. Il faut quand même, montre en main, il faut quand même une demi-heure entre l'appel de on est en bas, on t'attend pour boire un café, et ils se retrouvent finalement en café parce qu'ils boivent le café à côté mais ils se voient pas. Donc on est sur du temps réel. C'est délicat parce que en fait, moi des fois j'étais quand même captée par le truc. J'avais envie de voir la scène, ce qu'il présentait, et il y avait constamment, au moment où je commençais à dire
Et ben non, il y a un truc qui vient de perturber. Soit ça va être la caméra d'un coup qui fait un zoom pourri qui ressemble à rien, soit ça va être la bêtise du propos où tu te dis ah ouais franchement à un moment donné vous avez écrit ça, et peu importe les différences culturelles, c'est quand même des fois lourd. Et parfois c'est la répétition. La répétition. Au bout d'un moment, oui, on a compris. Oui, elles sont jolies. Oui, enfin, et en fait, ça te sort du truc, quoi. Au bout d'un moment, enfin voilà. Donc chaque entrée, pof, sortie, quoi. Enfin. C'est vrai que dans le côté onirique, t'as plein de choses en fait. T'as ce poète qui est là, qui est en fin de vie, qui du coup limite se demande quelle va être sa dernière œuvre, quels sont les derniers mots qu'il va mettre sur le papier, qui s'interroge là-dessus. Et c'est beau, ça aurait été beau de l'exploiter ça. Et on le sent en fait, tu vois quand il réfléchit, tu te dis qu'il y a ça. Il y a ces plans qui pourraient être magnifiques sur ces deux femmes qui sont enlacées dans un lit et qui parlent juste de leur petit tracas du quotidien, de plein de choses, sauf que au final, elles prennent un tracas et elles le répètent en boucle. Donc du coup, on comprend que c'est justement parce que ça les taraude, parce que ça les perturbe, mais il faut aussi nous offrir de la résolution pour que ça avance un petit peu. Et je peux comprendre qu'on répète les choses, mais c'est vrai que c'est un film où certes ça se passe en une après-midi, et ça aurait pu limite se terminer plus vite, faire un court-métrage peut-être là-dessus qui aurait été plus pertinent, parce que ce que ça raconte, c'est beau en fait. C'est beau, hein, l'histoire d'un père qui veut revoir ses deux fils avec qui il a très peu de liens, qui veulent parler de tous les non-dits sur le rapport qu'ils ont eu avec leur mère, qui le détestait. Il y a plein de choses intéressantes à dire. Et pourquoi est-ce qu'on sort de là en se disant on a l'impression qu'il nous a rien dit, quoi. C'est triste. C'est très très essayiste, et effectivement il y a une bribe un petit peu de tout qui pourrait donner matière à, et en fait non. Enfin on reste un peu sur une sensation de ne pas y être allé complètement, et ce qui est un petit peu dommage, quoi. Il y avait moyen, moi je suis d'accord avec Thierry, il y avait carrément moyen, mais non. Je vais vous faire une confidence, le moment qui m'a réveillé dans le film, c'est qu'il y a un chat qui est passé dans le plan. Et je me dis il va couper la scène là, non en fait il suit le chat qui passait par là, hein. C'était juste, voilà, je crois qu'il a plu à tout le monde, il y a un chat qui se balade, il le suit. Voilà. D'action en fait, le pic d'action du film c'est le chat. Donc les chats c'est comme sur internet, ça marche dans les... Waouh, on a un chat qui vient de passer, incroyable, on va le suivre. Quel timing, incroyable. Bien sûr, on s'en va. Bon, il est temps de conclure cette semaine, je crois. On a fait un gros décrescendo en fait. Hein. Est-ce que c'est pire que ta pécho ? Je sais pas, c'est très différent. C'est différent, mais sauf que moi, à la limite, dans ta pécho, on est passé par plein d'émotions différentes. On est passé par l'effarement, la colère, de temps en temps un rire, mais vraiment, mais au moins, on était actifs dans le film, quoi, parce qu'il nous dépitait. Là, c'est vrai que c'était une certaine indifférence quand même. Hein. Donc oui, je veux dire, en termes d'expérience dans la salle, oui, c'est des crescendo. En fait, quand on apprend que le personnage principal, l'écrivain, est finalement poète, vu l'importance de la poésie en Corée du Sud, ça n'a pas perdu de sa valeur, en tout cas comme ça peut en Occident là en ce moment, ces dernières années. Je me suis dit que finalement ça va être un film justement qui se veut poétique, qui se veut mélancolique, qui va aller chercher un petit peu ce verbe qu'il y a dans les poèmes. Surtout, c'est vrai que les poèmes coréens ont ce quelque chose de avoir des phrases longues, enfin assez longues, mais qui ont une sonorité quand même qui joue beaucoup avec... C'est pas comme les haïkus où on comprend pas comment ça marche. Là, ça ressemble beaucoup plus à notre poésie, enfin à des vers, à de la rime. Oui, voilà. Du coup, je pensais que ça allait avoir un poids, enfin, il y aurait une métaphore ou une mise en abîme, en tout cas, de la poésie avec le film. Et on sent qu'il veut faire ça, mais ça passe complètement à côté. Ça rate sa cible. Il y a même un moment où il lit un poème qu'il a écrit et il est moche, ce poème. C'est horrible. Je suis désolée, mais je l'écoutais. Son dernier poème, le pauvre. Et il rimait en da en plus, c'était joli, non? Non, c'est c'est juste que je me suis endormi avant la fin, donc je connais pas la chute. Mais moi, j'ai eu l'impression de voir une tentative de film de Jarmusch. Alors que j'imagine qu'un mec comme Jarmusch a dû tenter de faire du Hong Sang-soo en son temps. Ça m'a fait penser, un film qui, pareil, il se passe pas immensément de choses, mais la poésie s'active, et ça, c'est Patterson de Jarmusch. Où pareil, on voit juste le quotidien de ce gars qui écrit ses poèmes, qui essaie de survivre, qui philosophe avec sa nana, et c'est beau. Oui, on le voyait écrire, avec son bus, il réfléchissait chez lui, son petit recueil, tout ça. Puis lui, il voulait garder son recueil pour lui. Il abordait pas les gens dans la rue pour leur lire son poème. Bref, finissons cette semaine. Thierry, toi tu as vu un autre film à côté, parce que The Climb tu l'avais déjà vu, donc tu as vu quelque chose à côté, je crois.
Donc ouais, je suis allé voir donc le dernier film le dernier film, ça se trouve selon la distribution, je ne sais pas, des studios Blumhouse, donc The Vigil de Keith Thomas. C'est un premier film et c'est vachement bien. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est sous le joug d'un traumatisme. Il a perdu son petit frère parce qu'ils se sont fait accoster par des connards dans la rue, puisque l'antisémitisme c'est pas très bien. Et du coup, il est encore sous le joug de ça. Il a renié sa foi et il est en galère de thunes et on lui propose de devenir chômeur. Et non pas que chômeur, il n'est pas payé pour ne rien faire. Et les chômeurs, en fait, c'est les personnes qui doivent veiller les morts, puisque les morts restent une nuit encore chez eux avant d'être amenés pour les processus funéraires. Sauf que C'est un film Blumhouse, donc il y a un mort qui va se réveiller. Bah non, pas vraiment. Alors il se passe quand même des trucs, un petit peu chelous. C'est qu'en effet, il y a le gars qu'il est censé surveiller a un petit peu fricoté avec des potentiels démons, voilà. Enfin, ça vient de la communauté hassidique, donc ça reste aussi dans le folklore de cette communauté-là. Donc c'est des choses que moi j'étais pas forcément trop au courant de tout, c'est pour ça que je veux pas dire de conneries. Mais du coup, c'est un film d'épouvante, qui se passe sur le coup d'une nuit dans une maison avec un seul personnage quasiment tout le temps à l'écran. C'est un huis clos qui soigne son ambiance à la perfection. Et ça fait super plaisir parce que du coup, on a quelque chose qui soigne énormément ses effets aussi. On a des jumpscares par exemple, mais qui ne sont pas trop prononcés. Ça va jouer sur la lourdeur de l'ambiance, mais ça essaie de te faire peur en te surprenant justement et en jouant sur le côté. C'est une ambiance, c'est pas des choses qui te crachent à la gueule constamment, mais tu vois aussi des choses qui sont censées te rappeler certaines frayeurs que tu as pu déjà avoir. Et c'est très malin en ça. Et justement, jouer avec un personnage qui est à la fois persuadé qu'il y a un démon dans la pièce, mais qui est aussi sous le joug de ses propres paranoïas, de ses propres peurs et du fait que se rapprocher encore une fois de cette communauté qu'il a décidé de renier à la mort de son petit frère, c'est pas forcément pour lui. Donc ça joue sur tout ça, ça joue sur le traumatisme, sur le fait qu'il doit faire un travail sur lui pour pouvoir potentiellement combattre ce qui se passe. C'est super bien foutu. Voilà. The Vigil de Keith Thomas. C'est de la bonne, ça vient de sortir en salle. Il y a des choses en salle, les amis. Dans les salles toujours ou hors des salles, est-ce que vous avez des recos, chers amis? Parce que c'est la fin de l'émission. Il y a ça, non? Jess? Moi, je vais en avoir une. C'est le film Gretel und Hansel de Oz Perkins, qui est une sorte de relecture des contes de Grimm, avec la petite actrice de ça, de It, je sais plus comment elle s'appelle. Qui s'appelle Sophia Lillis et qui jouait le personnage de Beverly. Et donc en fait ce film est une sorte de relecture un peu des contes de Grimm. Et alors même si la fin clairement n'est pas aussi bien maîtrisée que le film est particulièrement beau. C'est un travail soigné, c'est très bien dirigé et ça vaut vraiment le détour. C'est un vrai bon moment, joli moment. Voilà. Moi non, j'ai passé la semaine à regarder Doctor Who, donc j'ai pas de recours. Voilà. J'ai rien vu d'autre en fait. Est-ce que tu veux conseiller Doctor Who? Il y a ça. T'en es à quel épisode de Doctor Who là? Je reprends depuis le début. T'en es où de ton marathon depuis le début? Là, je vais bientôt finir la première saison. D'accord, celle des années 60 là? Non. Je reprends depuis le reboot de 2005. Thierry, toi, je crois que tu avais une reco, en plus de The Vigil que tu avais vu à côté. Je viens de réaliser que tout à l'heure dans l'émission, tu as conseillé Bimboland. Oui. Et je viens de capter que c'est Ariel Zetoun qui a fait ça. C'est genre le gars qui a fait Yamakasi et XXL. Oui, j'ai pas dit que c'était un grand film non plus. Non, évidemment que non, mais j'étais là, tu me parles de ce truc, mais qui a fait ça? Ah, ok. J'ai juste dit que c'était le même plot de départ. Et mes sœurs adorent ce film, donc que voulez-vous? Eh ben écoute, on embrasse tes sœurs, je veux dire. Bon, c'était il y a 10 ans, elles étaient jeunes, donc le film était déjà vu à l'époque. Je sais même pas de quelle année il était ce film d'ailleurs. 98. Oui, c'est ça, donc pour vous dire, c'est toute une autre époque. Ça a 20 ans, on espère que tes sœurs y ont réfléchi depuis. Mais franchement, à la lumière de ce qui passe sur les écrans actuellement, je pense que ce film n'a pas à rougir. Mais c'est un autre débat, il faudrait que je le revoie peut-être pour me refaire un second. Tu feras ça avec aussi la suite de 3 hommes et un couffin et tout. Écoutez, parfois c'est plus futé d'être conne. Horatica, Bimboland. J'ai des répliques. Ah, il y avait Horatica. Elle devait être toute jeune. Elle jouait la bimbo. Ah, bon, oui, on va peut-être pas débattre sur Bimboland, on va peut-être parler d'un bon truc. Alors, Marocco, c'est une série. Alors, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, il faudra que je regarde dans les crédits des émissions. Mais je viens de voir la seconde saison qui, en réalité, a un autre nom, qui est The New Pope de Paolo Sorrentino, qui est donc la suite de The Young Pope de Paolo Sorrentino, que tout le monde a entendu pendant 3 ans. Je suis très content de les avoir découverts sur le tard, comme ça j'ai pu les voir à la suite. Pour rappel, donc The Young Pope, c'était une série papale sur donc un nouveau pape qui vient d'être élu par hasard, qui est joué par Jude Law. Personne ne sait ce qu'il fout là, et il arrive et il veut radicaliser totalement l'Église parce qu'il croit pas en Dieu, qu'il s'en fout, et que voilà, il veut faire exploser ce microcosme. Et puis c'est une énorme réflexion sur la foi, sur plein de choses. C'est passionnant. Donc The New Pope, seconde saison,
qui se passe 9 mois plus tard, qui se passe donc après un événement qui a clos la saison précédente, qui est assez tragique. On est dans un entre-deux donc où l'Église ne sait pas comment réagir et est obligée d'élire un nouveau pape, mais ils ne veulent pas justement se retrouver dans la même situation. Donc en fait, on va passer sur une sorte de... alors c'est très vulgaire quand je dis ça comme ça, et je préfère largement ça. On va passer sur un House of Cards version Vatican. Ça va être que de la magouille du comment est-ce qu'on peut mettre en place un mec qu'on va vraiment pouvoir manipuler jusqu'au bout, parce que ceux qui dirigent le Vatican, c'est clairement pas le pape, hein, c'est le chef, c'est le porte-parole. Le chef de la curie. Voilà, c'est les mecs derrière qui clairement font leur magouille depuis X temps, qui eux sont là depuis vraiment très longtemps. Donc on va jouer là-dessus, ça va pas marcher, il va y avoir du coup un nouveau pape qui va être élu, qui est joué par John Malkovich. Et du coup, il va y avoir toute cette espèce d'esprit de cours de comment gérer ce mec qui, au final, s'avère être aussi potentiellement ingérable que les autres. Parce que malgré tout, les mecs, quand ils ont le pouvoir, ils se disent pourquoi je n'imposerai pas non plus mes idées. C'est passionnant, c'est fun. En fait, à la fois, ce que j'aime chez Sorrentino, on le connaît pour son côté un peu déglingo qui te filme des grandes fiestas dans ses films, et c'est qu'il a ce côté-là aussi, mais qu'il a quand même un certain respect de la foi. Donc c'est un gars qui te dynamite la religion catholique, mais qui te dit clairement c'est les préceptes de la religion qui posent problème, c'est pas forcément les croyants. Et du coup j'aime bien cette espèce de dualité, mais du coup il s'en moque. T'as quand même des scènes où le pape reçoit Marilyn Manson pour discuter du comment est-ce qu'on peut calculer ensemble le futur de l'église, est-ce que t'as des conseils poto ? C'est assez fou, et c'est très 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 fun. C'est t'as quand même un générique où c'est des nanas en petite tenue, des nonnes en petite tenue qui sont en train de danser, de mimer l'acte sexuel autour d'une croix. Le ton est donné. Voyez The New Pop, voyez The Young Pop. Et Paolo Sorrentino, comme disent les jeunes, c'est le sang. Et en même temps, on a l'intro du prochain concert de Madonna. Oh, si, non, moi je le garde. Moi je vais conseiller, alors je ne serai pas là la semaine prochaine, du coup je prends un peu d'avance. Voilà, alors, j'ai déjà recommandé des chefs-d'œuvre précédemment dans l'émission que Thierry vous mettra en description, hein, le merveilleux Bimboland. Parce que là je peux en inventer si tu veux. Et La fille au bracelet, dont on avait parlé, mais vous l'avez entendu dans l'émission. Et le quoi, infirmière coquine 4 Quand tu parles d'infirmière coquine, tu ne crois pas si bien dire. C'est pas moi qui parle de ça. Si tu l'as dit très très fort, j'espère qu'on pourra l'entendre au micro. Non, du coup la semaine prochaine je ne serai pas là, mais la semaine prochaine, donc ça sera le mercredi 5 août, il y a un film japonais qui sort. Les blagues de Toto. Non, japonais on a dit. Les blagues de Totoro. Non, bien. Bref, oui, ça sort le mercredi 5 août 2020, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, finalement, peut-être que vous l'écouterez après la sortie. L'infirmière de Koji Fukada, qui était lauréat notamment de Harmonium. On est toujours dans un peu de contemplatif, on est toujours dans la réflexion, dans l'intériorité, mais cette fois-ci, on a un jeu avec la caméra, on a quelqu'un qui réfléchit à son point de vue, on a un jeu sur le point de vue justement, sur la manière de voir et d'être vu, sur la perception qu'on a sur une histoire, et on va suivre l'histoire d'une infirmière justement, qui va changer de vie. Le montage est volontairement mélangé pour justement perdre le spectateur dans cette vision. On va la suivre à 2 instants de sa vie, un moment où elle est infirmière et un moment après où elle ne l'est plus, car il s'est passé quelque chose. Il y a eu un fait divers, elle est au centre de ce fait divers et tout va être perçu, tout va être chamboulé justement à cause de ça. Est-elle manipulatrice ou est-elle manipulée ? Est-elle victime ou coupable ou complice ? On va jouer sur les regards, on va jouer sur la perception, je l'ai dit. C'est très réfléchi, c'est très pensé, c'est très soigné dans la mise en scène. On est très très loin des zooms hasardeux de Hotel by the River. Oh, comme tu y vas. Bam, tiens, prends ça. Ça se regarde peut-être un peu filmé, certes. Mais enfin, j'ai beaucoup apprécié. Alors même s'il faut s'accrocher un peu pour suivre, parce que effectivement le montage alterné a de quoi perdre un peu. On ne sait plus trop, on perd ses repères temporels assez vite. Mais j'ai apprécié les idées de mise en scène, les idées visuelles, les idées de pensée. À un moment, on est dans la pensée du personnage, dans son esprit. C'est magnifique, c'est beau. Très belle reco, c'est un très beau film. Et Thierry l'a vu avec moi. Ouais, non, mais je confirme. J'ai eu un petit peu plus de mal à m'impliquer parce que j'avais certains éléments de compréhension qu'il faut assimiler assez vite. Et qui justement moi m'ont échappé, et du coup pendant un moment j'étais assez perdu. Après j'ai réussi à rattraper à peu près le truc, mais c'est sur le jeu des temporalités. On est sorti, je t'ai demandé justement ce qu'il en était, tu m'as résumé ça en 2 secondes, j'ai fait ah oui d'accord, donc c'était évident, enfin évident si tu fais bien attention, et oui non c'est plutôt bien. Oui non c'est ça, il faut s'accrocher un peu au début parce qu'au début on est perdu, mais tout s'emboîte petit à petit et tout rentre dans les cadres et tout s'enchaîne, c'est magnifique. L'infirmière, je conseille, il n'y a pas de chute. C'était Certains l'aiment à chaud.
Merci l'équipe, merci Jess de nous avoir rejoint en renfort pour ce dernier film. Merci à vous. Je reviendrai, malgré ça, je reviendrai, promis. Merci Yassa de nous avoir réveillés par ton rire pendant le film et puis d'avoir aussi subi aussi, parce que c'était pas facile cette semaine, hein. Il y a eu de la comédie française et du film, on va dire, contemplatif. C'était pas évident. Et c'est pas fini, j'ai l'impression. La semaine prochaine, si on se tape les blagues de Toto, ça va pas être génial. Il y a Greenland aussi, hein, Gérard Butler qui joue les gros bras comme toujours. Hein. Moi, ça me va. Gérard Butler qui défonce, qui fait péter des trucs, moi ça me va. Là, c'est une histoire de météorites. C'est les météorites qui vont péter Gérard Butler, quoi. Ben, c'est cool, ça va. Bah, c'est bien, ça va me rappeler les téléfilms de TF1 l'après-midi, trucs volcano et tout ça, tu vois. Tenken. Vous m'en direz des nouvelles. Et Thierry, merci. Bah, écoute, fidèle au poste. Hein. Merci à tous et merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez cet épisode ainsi que les précédents et les suivants sur votre agrégateur de podcasts préféré. Et abonnez-vous pour n'en manquer aucun. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahacpodcast, CLAAC podcast. Clac. Laissez-nous un petit mot, dites-nous ce que vous allez voir au cinéma. C'est pas les films américains qui sauveront le cinéma, c'est vous. On est quand même sur des épisodes où on a quand même déconseillé 3 films sur 4. Bah, il faut aller voir le 4e du coup. Donc le moment où tu te dis il y a des trucs comme ça là, vous allez oui. au cinéma. Ouais, mais les épisodes précédents avaient conseillé des bons films. Oui, ils sont toujours là d'ailleurs parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de sorties, ils vont rester à l'affiche un moment. Ils vont battre les records. Voilà, il y a toujours été 85 et tout simplement noir à l'affiche, hein, donc. Et Madré. Et Madré. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Ça m'a fait penser à un truc, c'est que les zooms, j'avais l'impression que c'était des zooms de Kill Bill mais sans l'action. C'était ça. Je vous jure, à un moment, il a zoomé. Je me suis dit, mais c'est Kill Bill. C'est là, ouais. C'est ça, tu t'es dit, ah putain, c'est génial, il y a Daryl Hannah qui va débarquer dans le cadre. Ah ben non, encore rien. Non mais tu sais, c'est le zoom, c'est comme ton papa qui tient le caméscope, tu sais. Moi, c'est surtout à ça que j'ai pensé, ouais. Les vieilles vidéos de Noël, tu sais, gênantes qui te forcent à regarder tous les ans alors que t'as pas envie. Nous allons parler aujourd'hui de The Climb. Dans la jungle, terrible jungle. Ça s'appelle juste Terrible Jungle en vrai. T'as pécho. Enfin, Terrible Jungle, mais sans le en vrai, juste Terrible Jungle. Avec ce genre de truc, tu n'as pas pécho. Et tu vois, ça se passe dans la jungle. En fait, je suis en train de faire Jonathan Cohen dans le film. C'est ça. Donc c'est toi qui vas t'occuper du montage, hein ? Non. Très bien. Tu viens de te porter volontaire, c'est merveilleux. T'as pécho. Et... Hotel by the river. T'as essayé de faire Hotel California ? J'ai essayé de faire Cry Me a River. Je suis désolé, Yassa, mais là on est obligé de le dire, c'était pitoyable. Wow. Mais quand j'ai ouvert la bouche, je savais que j'y arriverais pas, tu vois. Je l'ai quand même. Tu te rends compte, il y a des gens qui peuvent couper leur qui peuvent couper leur lecteur de podcast juste après l'intro là. Hein. Ah oui, là je pense que là ça y est, c'est fini là. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez, je vous jure, après c'est bien. Hein. Vas-y, on le refait correctement. Hotel by the river. Sans le. Hotel by the river. Oui, en plus il y a du sourire dans la voix, j'aime bien. Enfin, il y a du rire dans la voix. The Climb, l'ascension, avec Ahmed Silla. Non, c'est pas celui-là. Parce que Thierry m'a dit c'est mauvais, faut pas y aller. Je croyais que c'était celui-là. L'ascension a pas une réputation si affreuse pour le coup, donc je pourrais pas, voilà. Je me prends pas à partie dans ce genre de cas. Il y a Ahmed Silla, certes, hein, c'est pas forcément flatteur, mais me prendra pas à partie. L'ascension, le Sherpa, il était cool. Non, le Sherpa. Marlène Sherpa. Oh là, il y a trop de vannes au kilomètre carré là.
C'est un podcast humour, pas cinéma, hein, tu croyais que t'étais où? D'ailleurs, il faut faire un jeu de mots, t'es obligé là. Non, bon, bref. The Climb, donc film. Tu gagnes des sous à chaque fois que tu répètes le titre ou... C'est pour me le ressouvenir, mais parce qu'après on me dit mais de quel film vous parlez? J'ai eu des reproches comme ça et puis ça me permet de me relancer. Il y a des films, il y a des personnes qui me disent mais des fois j'arrive, je sais plus de quel film vous parlez, donc je le rappelle. Entre ça et le fait que t'aies sûrement des actions pour cristalline, vu le nombre de fois où tu nous répètes de boire de l'eau, je me demande vraiment si tu es si intègre que tu ne le prétends. Intègre, je ne sais pas. Mais sponsorisé par Cristalline, sûrement pas. Je le saurais. Mon compte en banque le saurait. Les mecs qui t'ont sorti un contrat, bizarrement, ils l'odorent toujours pas. Cristalline non, par contre Smirnoff, ils envoient. Ça on le voit. Eh, regarde, tu crois que c'est de l'eau? Donc, je sais même plus ce que je disais. Oui, voilà. Bon, bref. The Climb, donc. Ça fait au moins une seconde qu'il a pas rappelé le titre. J'ai pas rappelé le titre. Non, mais voilà. Bon, bref. Je vais les compter, putain. C'est un jeu à boire à faire. Au montage, il n'y en aura pas autant. Hein, Ça me rassure. The Climb, The Climb, The Climb. Bon. Allez hop là, la bouteille. The Climb. Alors, il faut que je le dise mal aussi. Comme Mike. Parce que sinon Thierry est pas content, il peut pas me reprendre. Donc The Climb. Alors. Je suis allé voir The Vigil, qui est le dernier film, donc Blumhouse. Tu pourras faire une coupe, je vais chercher le nom du réel. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut aller le voir, parce que c'est quand même un film vraiment intéressant. Voilà. Merci Thierry. On est rodé à force, on commence à... Voilà. Voilà. Voilà, Jess elle voit les coulisses et fait « Ah c'est comme ça hein. !» Les... C'est une autre issue pour mettre une claque. Ça marche pas. Claque podcast. Voilà. Claque de fin. Claque de fin, je demandais.